Bonjour les épicurieux. On nous fait croire que l'amour est simple. Rencontrer quelqu'un, tomber amoureux, vivre heureux pour toujours. Mais si c'était vraiment aussi simple, pourquoi des millions de personnes souffrent-elles encore en silence dans des relations compliquées, toxiques ou se sentent-elles seules malgré l'amour? Réfléchissez bien à cette phrase. L'amour, pourquoi fait-il tellement rêver et à la fois peut-il nous briser? Et toi, oui toi qui regardes cette vidéo, combien de fois t'es-tu déjà senti perdu face à l'amour? Un jour, tu crois tout comprendre et le lendemain, tout s'effondre sans raison. Pourquoi l'amour est-il à ce point un paradoxe et à la fois un doux destructeur? Aujourd'hui, on va décortiquer l'amour, le vrai, pas l'idée qu'on te vend dans les films, mais l'amour tel que tu l'as probablement déjà vécu, complexe, déroutant et parfois même douloureux. Prépare-toi parce que ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta façon dont tu perçois tes propres relations. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Allez, c'est parti! Point numéro 1. L'amour entre liberté et engagement. L'amour, c'est un équilibre fragile entre liberté et engagement. Et honnêtement, j'ai souvent ressenti cette tension dans mes propres relations. Je me souviens d'une période où j'étais en couple depuis quelques années. J'aimais profondément cette personne, mais à un moment donné, j'ai commencé à ressentir une forme d'étouffement. Je voulais retrouver un peu mon indépendance, ma liberté. Sortir seul, prendre des décisions sans forcément devoir tout partager ou consulter l'autre, tout simplement. Et pourtant, en même temps, je cherchais cette sécurité, ce sentiment de savoir que quelqu'un serait toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. C'est là que ça devient compliqué parce que d'un côté tu as besoin de t'affirmer en tant qu'individu, être autonome, et de l'autre, tu veux cette connexion, cette stabilité avec ton partenaire. Tu veux te sentir libre, mais tu veux aussi te sentir aimé, soutenu. Et c'est souvent là que les conflits apparaissent, quand tu as l'impression de devoir choisir entre ces deux besoins. Alors qu'en réalité, ils doivent coexister. C'est un équilibre à trouver et ce n'est pas toujours évident. Mais c'est aussi ça les complexités de l'amour. Point numéro 2. Le paradoxe de la durée et de la nouveauté. Le paradoxe de la durée et de la nouveauté, je l'ai vraiment ressenti à un moment précis dans une de mes relations. Par exemple, quand tu es tout au début, tout est excitant. Chaque sortie, chaque message, chaque moment passé ensemble est une découverte. C'est cette phase d'euphorie où tout semble frais et nouveau. Mais avec le temps, la routine s'installe, on commence à connaître l'autre par cœur. Et cette nouveauté, qui nous attirait tellement, finit par s'estomper, comme si l'habitude avait pris le dessus. Je me souviens d'un moment où je me disais « Est-ce que cette excitation va revenir ?» Parce que d'un côté, tu veux la stabilité, ce sentiment de sécurité dans une relation à long terme. C'est réconfortant de savoir que tu peux compter sur quelqu'un, mais de l'autre, tu cherches cette étincelle, ce frisson du début, et tu te demandes comment le retrouver. Et c'est là que l'on voit que c'est un vrai défi. Parce que la stabilité peut parfois sembler monotone, alors que la nouveauté est toujours excitante. Cependant, on ne peut pas toujours vouloir de la nouveauté. Sinon, s'il y a trop de nouveauté, il n'y a plus de stabilité, mais moins d'excitation. Tout le paradoxe est là. Ce paradoxe, c'est ce qui rend les relations longues à la fois belles et à la fois complexes. Point numéro 3. L'amour et la peur du rejet. L'amour et la peur du rejet, c'est quelque chose que j'ai personnellement ressenti plus d'une fois. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent s'y reconnaître. Dans certaines relations, cette peur d'être abandonné ou rejeté a complètement influencé mes comportements, parfois sans même m'en rendre compte. Par exemple, je me souviens des moments où je m'accrochais beaucoup trop à l'autre, où j'essayais d'être parfait, de répondre à toutes ses attentes, juste pour éviter qu'il ou elle ne se détourne de moi. Le pire, c'est que cette peur devient une sorte de cercle vicieux. Plus tu as peur d'être rejeté, plus tu t'adaptes, plus tu t'oublies, et au final, tu n'es même plus toi-même. Tu commences à faire des compromis sur tes propres besoins, tes envies, juste pour ne pas perdre l'autre. Mais paradoxalement, cette insécurité finit souvent par créer des tensions, parce que tu cherches sans cesse à te rassurer, et à chercher des signes d'amour ou d'engagement de l'autre, ce qui peut devenir oppressant pour l'autre et la relation. Et c'est ça le paradoxe, en essayant d'éviter le rejet, on finit parfois par provoquer ce qu'on redoute le plus. Je me suis rendu compte que cette peur, si elle n'est pas gérée, peut vraiment déformer la manière dont on vit l'amour. Point numéro 4. Pouvoir et amour. Le jeu de pouvoir dans l'amour, c'est quelque chose que j'ai vraiment pris conscience en réfléchissant à certaines de mes relations passées. Il y a eu des moments où je me suis rendu compte que
Sans même m'en apercevoir, il y avait une sorte de lutte subtile pour le contrôle. Par exemple, je me souviens d'une relation où l'un de nous, parfois l'autre, essayait toujours d'avoir le dernier mot, de gagner les disputes, ou de prendre les décisions importantes. Ce n'était pas intentionnel, mais c'était là une sorte de compétition pour savoir qui avait le plus d'autorité dans la relation. Le problème, c'est que l'amour et le pouvoir ne fait pas bon ménage. Plus tu essaies de contrôler ou d'imposer ton point de vue, plus l'autre ressent ce besoin de se défendre ou de te répondre. Et à un moment, tu réalises que tu es moins dans une relation basée sur la connexion et plus dans une sorte de négociation constante, ce qui est plutôt malsain finalement. Ça peut se manifester dans plein de petites choses. Qui décide des plans du week-end et qui est celui qui s'exprime le plus ou le moins ses sentiments. Ou même qui prend du recul après une dispute. Avec le temps, j'ai compris que ces jeux de pouvoir ne font que fragiliser la relation. Parce qu'au fond, l'amour ne devrait pas être une question de contrôle ou de domination, mais d'équilibre et de respect mutuel. Quand on commence à jouer à ce petit jeu, on perd souvent de vue ce qui est vraiment important, l'authenticité et la connexion. Point numéro 5, le paradoxe des émotions en amour. Le paradoxe des émotions en amour, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé fascinant, mais aussi difficile à vivre. L'amour, c'est l'une des émotions les plus intenses que l'on peut ressentir, et c'est fou à quel point elle peut être à la fois source de bonheur immense et de douleur profonde. Parfois, dans un même instant, je me souviens d'une relation où par moments je me sentais incroyablement comblé, presque euphorique, simplement en étant avec la personne que j'aimais. Et pourtant, dans cette même relation, il y avait aussi des instants de doute, de peur, où le moindre signe de distance ou de désaccord devenait une source d'angoisse. Et c'est bien là tout le paradoxe. L'amour peut nous élever, nous donner cette impression d'être invincible, mais il peut aussi nous rendre très vulnérables, fragiles. C'est comme si en aimant profondément, on s'exposait automatiquement à la possibilité d'être blessé. Parce que cet attachement fort nous fait craindre la perte, la déception ou même l'éloignement de l'autre. Et c'est souvent cette ambivalence qui rend l'amour si complexe à gérer. On est partagé entre ces moments d'extase et ces moments de douleur. Entre l'envie de s'abandonner complètement et la peur de souffrir. J'ai appris que cette dualité qui fait de l'amour une expérience humaine unique, c'est peut-être parce qu'il peut nous faire si mal qu'il a aussi le pouvoir de nous rendre si heureux. Mais cette contradiction est souvent difficile à accepter et à naviguer. Petite parenthèse avant la deuxième partie de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu, et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Allez, je te remercie par avance. Point numéro 6. L'attachement et la dépendance. L'attachement et la dépendance, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté dans certaines de mes relations. Quand tu es profondément attaché à quelqu'un, ça peut être magnifique, parce que tu te sens connecté, en sécurité et soutenu. Mais cet attachement peut parfois glisser vers une forme de dépendance émotionnelle, sans que tu t'en rendes compte. Je me souviens une relation où plus je m'attachais, plus je plaçais inconsciemment des attentes sur l'autre. J'avais besoin que cette personne soit constamment là pour me rassurer, répondre à mes besoins émotionnels et être présente à chaque moment difficile. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que cet attachement qui est censé être sain et naturel peut devenir une pression énorme. Non seulement pour toi, mais aussi pour ton partenaire. J'attendais de l'autre qu'il soit capable de combler mes manques, de résoudre mes insécurités, et qui est tout simplement irréaliste. Ce n'est pas possible. Ce besoin de validation constante, de savoir que tout va bien à tout moment, devient une forme de dépendance qui étouffe la relation. Je me suis rendu compte que cette dépendance émotionnelle rend les choses difficiles parce que tu commences à perdre ton autonomie, ton propre équilibre intérieur. Tu te mets à compter sur l'autre pour ton bonheur, ce qui crée des tensions et des frustrations lorsque ces attentes ne sont pas comblées. L'attachement est essentiel dans une relation, mais quand il se transforme en dépendance, c'est là que les choses commencent à se compliquer. Parce qu'on finit par attendre de l'amour qu'il nous sauve finalement. Alors qu'en réalité, il doit nous compléter sans être notre seule source de bien-être. Point numéro 7. Les blessures et traumatismes passés. Les blessures et traumas passés, je pense que c'est un aspect qui joue un rôle énorme dans nos relations amoureuses actuelles. Et je l'ai vécu personnellement, comme vous j'imagine. Parfois, sans même s'en rendre compte, ce qu'on a traversé dans le passé façonne la manière dont on aime et on se comporte dans nos relations.
Je me souviens d'une époque où je me demandais pourquoi je réagissais si intensément à certaines situations, comme si j'étais toujours sur mes gardes ou prêt à me protéger. Et en y réfléchissant, j'ai réalisé que ça venait de mes expériences passées, à commencer par la façon dont j'avais perçu l'amour dans mon enfance. Les relations avec nos parents, ou même des relations amoureuses antérieures, laissent des empreintes. Si par exemple tu as grandi dans un environnement où l'amour était instable, ou peu démontré, il y a de fortes chances que ça influence tes attentes ou tes peurs dans les relations actuelles. Dans mon cas, j'avais tendance à anticiper l'abandon ou à être hyper vigilant face aux moindres signes de distance émotionnelle. C'était presque automatique, comme si mes anciennes blessures me disaient « Allez, prépare-toi à être blessé ». C'est peut-être ça, le poids des blessures passées. Elles créent des réflexes de protection qui, ironiquement, finissent souvent par compliquer les relations présentes. Tu peux te retrouver à repousser l'autre par peur de revivre la même douleur, ou à chercher à tout contrôler pour éviter de revivre un trauma. C'est un travail difficile, mais comprendre d'où viennent ces réactions permet petit à petit de ne plus laisser ces expériences passées dicter la manière dont on s'aime aujourd'hui. Point numéro 8. Les attentes et idéaux. Les attentes et idéaux dans l'amour, c'est quelque chose qui m'a longtemps affecté, sans que je m'en rende vraiment compte. On grandit avec cette idée véhiculée partout dans la société, qu'il existe quelque part cette âme sœur, cette personne parfaite qui va combler tous nos manques et nous offrir un amour inconditionnel, éternel. Je me souviens de mes premières relations où inconsciemment, je plaçais cette pression sur l'autre et sur la relation en elle-même. Je cherchais cette perfection, ce sentiment constant de bonheur, comme si l'amour devait toujours être intense et sans faille. Mais la réalité est tout autre, c'est une énorme pression psychologique que l'on se met. On finit même par attendre de l'autre qu'il réponde à tous nos besoins émotionnels, qu'il soit à la hauteur de cet idéal, de l'amour parfait, que l'on voit dans les films ou qu'on nous raconte. Et chaque fois que la réalité ne correspondrait pas à cet idéal, quand il y avait des disputes, des incompréhensions ou simplement des moments de doute, je ressentais une forme de déception. Comme si, parce que ce n'était pas parfait, finalement ça ne pouvait pas être bon. Alors qu'il n'en est rien. Avec le temps, j'ai réalisé que ces idéaux sont en fait toxiques pour les relations. L'amour n'est pas censé être un conte de fées permanent, comme on le voit dans les médias. C'est un chemin fait de haut et de bas, de compromis, d'efforts mutuels. Mais cette pression que l'on ressent, cette attente d'un amour éternel sans conflit, finit par créer des frustrations et des doutes. Parce qu'en cherchant la perfection, on oublie que l'amour réel est imparfait. Mais c'est justement cette imperfection qui le rend humain et authentique. Point numéro 9. Abondance et réseaux sociaux. L'abondance des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, selon moi, influence énormément la manière dont on vit l'amour aujourd'hui. Je l'ai ressenti plusieurs fois, que ce soit en observant les autres ou en étant directement touché. Chaque jour, on est exposé à des images, des vidéos, des moments parfaits de couple, et ils vont à Dubaï, et ils vont à Los Angeles, ils vont n'importe où, ils sont trop beaux. Et bien sûr, on ne voit que les moments forts, les voyages, les cadeaux, les sourires, tout ce qui donne l'impression que l'amour devrait toujours ressembler à ça finalement. Et non, vous êtes victime des algorithmes, désolé de vous le dire. Je me souviens d'un moment où, après avoir vu une énième publication sur un couple qui avait l'air si heureux et parfait, je me suis demandé pourquoi est-ce que ma relation n'est pas toujours comme ça? C'est comme si, en comparaison de ce que je vivais, semblait parfois moins excitant, moins intense. Et c'est là que les réseaux sociaux nous piègent. Ils créent une illusion d'une norme autour de l'amour, qui est totalement irréaliste. Cette abondance d'images parfaites génère une pression constante nous poussant à croire que notre propre relation devrait être tout le temps à la hauteur de ces standards. C'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu autant de divorces, finalement. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces publications ne montrent qu'une partie de la réalité. Derrière chaque photo se cachent des moments difficiles, des disputes, des incompréhensions, que l'on ne verra jamais. Pourtant, inconsciemment, on finit par mesurer notre propre relation à ces idéaux filtrés. Ça peut créer de l'insatisfaction, voire des doutes sur notre propre amour. On en arrive à oublier que la vraie relation se vit au quotidien, avec ses imperfections loin des likes et des filtres. Point numéro 10. Le processus d'attachement. Le processus d'attachement, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti dans mes relations, et c'est fascinant de voir à quel point les hormones jouent un rôle central dans la création de ces liens émotionnels. Quand tu commences à te rapprocher de quelqu'un, on a tous vécu ça, il y a cette alchimie chimique qui se met en place, et c'est souvent l'ocytocine, appelée l'hormone câlin, qui entre en jeu.
Je me souviens de moments où après un simple geste de tendresse, comme un câlin ou même juste tenir la main de l'autre, je me sentais plus proche émotionnellement, plus connecté. Ce n'était pas juste un sentiment, c'était littéralement mon corps qui créait ce lien à travers l'ocytocine. Ensuite, il y a une autre hormone, la vasopressine. Une autre hormone qui intervient surtout après l'intimité physique et renforce le sentiment d'attachement à long terme. C'est ce qui fait que petit à petit, tu te sens non seulement attiré par quelqu'un, mais aussi profondément lié à lui. Je me rappelle d'une période où, après avoir passé plusieurs mois avec une personne, il y avait cette sensation de sécurité, de stabilité qui s'installait. Ce n'était plus seulement de la passion et l'excitation du début, mais une forme d'attachement solide, une confiance qui naissait. Et ça, c'est en partie grâce à ces substances qui influencent la manière dont on s'attache à quelqu'un. Au fil du temps, ces hormones créent un lien émotionnel de plus en plus profond. Elles transforment cette connexion initiale en un attachement durable. Même après des moments de conflit ou de doute, c'est cet attachement qui te fait rester. Qui te donne ce sentiment que tu es lié à l'autre d'une manière qui te dépasse la simple attirance. Ces processus biologiques montrent que l'amour, ce n'est pas seulement une question de sentiment, mais aussi une véritable construction chimique dans notre cerveau qui renforce les liens émotionnels avec le temps. Point numéro 11. Les hormones et neurotransmetteurs. Les hormones et les neurotransmetteurs jouent un rôle énorme dans la manière dont on vit l'amour. J'ai vraiment ressenti à quel point ces petites substances chimiques influencent nos émotions et nos comportements. Quand je pense à la dopamine par exemple, cette sensation d'euphorie que tu ressens quand tu tombes amoureux, ce high émotionnel comme j'en parlais précédemment. Puis il y a l'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'attachement. Elle entre en jeu dans les moments de proximité quand tu es physiquement proche de l'autre. Mais il y a aussi la sérotonine qui influence notre humeur et notre sentiment de bonheur. Elle nous aide à nous sentir bien dans notre relation à long terme. Mais le truc, c'est que toutes ces hormones fluctuent. Au début, la dopamine est en plein régime, mais avec le temps, elle diminue, laissant plus de place à l'ocytocine pour stabiliser la relation. C'est ce jeu chimique qui fait que l'amour passe de la passion intense à un attachement plus profond et stable. Mais il peut aussi rendre les choses compliquées quand les émotions se suivent plus du même rythme que les hormones. Ces petites substances ont un énorme pouvoir sur nos expériences amoureuses, même si on ne s'en rend pas compte. Je te laisserai te renseigner par toi-même, tu verras, c'est fascinant. Point numéro 12. Le désir vs l'attachement long terme. Le désir et l'attachement long terme, c'est un sujet qui m'a beaucoup interpellé dans mes propres relations. Au début, c'est toujours la passion qui domine, cette phase où le désir sexuel est intense, où chaque moment passé ensemble est électrisant. Je me souviens de ces premiers mois d'une relation où l'attirance physique était presque incontrôlable et chaque interaction était chargée de tension et d'excitation. C'est cette période où tu te découvres encore, où tout est nouveau et où le désir est à son apogée. Mais avec le temps, cette passion intense commence naturellement à diminuer. Ce n'est pas qu'il y ait plus de désir, mais il devient moins omniprésent. C'est un processus normal et je l'ai ressenti plusieurs fois. L'euphorie des débuts faisait place à quelque chose de plus calme, plus profond. Ce qui prend le relais, c'est l'attachement, un lien fort basé sur la confiance, la complicité et la sécurité émotionnelle. Je me souviens d'un moment où je réalisais que même si l'excitation sexuelle avait un peu baissé, je me sentais beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus connecté à l'autre, avec une confiance mutuelle qui n'existait pas au tout début. C'est là que réside la différence. Au fur et à mesure que le désir fluctue, l'attachement lui grandit. Les moments de tendresse, de complicité, de partage du quotidien deviennent tout aussi importants que la passion du début. Et même si ce passage peut parfois faire peur, on se demande si la relation perd de sa magie. Mais en réalité, c'est une évolution tout à fait naturelle. L'amour se transforme et bien que la passion soit plus calme, elle laisse place à quelque chose de plus durable. Une affection qui repose sur des bases solides. Point numéro 13. Les normes sociales et culturelles autour de l'amour. Les normes sociales et culturelles autour de l'amour, c'est un aspect que j'ai beaucoup remarqué, notamment en observant à quel point notre vision de l'amour est influencée par la société dans laquelle on vit. Dans certaines de mes relations, je me suis souvent demandé pourquoi j'avais des attentes ou des idées précises sur ce que je devais être une relation amoureuse. Et en creusant un peu, je me suis rendu compte que beaucoup de ces idées venaient de la culture qui m'entoure. Par exemple, dans nos sociétés occidentales modernes, on a souvent cette vision de l'amour romantique, celle du grand amour ou de l'âme sœur, cette idée que l'amour doit être passionné, exclusif et durer toute une vie.
C'est quelque chose qu'on voit partout dans les films, les livres, les chansons. Je me souviens avoir longtemps pensé pour qu'une relation soit réussie, elle devait ressembler à ces histoires parfaites qu'on nous raconte. Mais en voyageant ou en discutant avec des amis de cultures différentes, j'ai réalisé à quel point cette vision de l'amour n'est pas universelle. Dans d'autres cultures, l'amour peut avoir des dimensions très différentes. Par exemple, dans certaines sociétés, l'amour est plus axé sur le devoir, la famille ou l'engagement, parfois même sans cette passion romantique qu'on idéalise en Occident. On voit aussi dans l'histoire comment l'idée de l'amour a évolué. Par exemple, dans les siècles passés, le mariage était souvent une affaire pratique, un contrat social plutôt qu'une question d'amour romantique. Ce n'est que plus récemment que l'évolution des normes sociales, que l'amour romantique est devenu un idéal. Ces différences culturelles et historiques montrent que notre manière d'aimer n'est pas figée. Elle est façonnée par la valeur et les attentes de la société dans laquelle on vit. Et ça crée parfois des tensions. Surtout quand nos propres désirs ne correspondent pas à ces idéaux culturels. On se retrouve alors à questionner ce que l'amour devrait être et à comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'aimer, mais plutôt une multitude de façons influencées par notre époque et notre culture. Point numéro 14. Les médias et les représentations de l'amour. Les médias et les représentations de l'amour, c'est un aspect qui a clairement influencé la façon de voir les relations amoureuses, et je pense que je ne suis pas le seul. Depuis que je suis tout jeune, j'ai été exposé à des films, des chansons, et plus récemment aux réseaux sociaux, qui présentent toute une vision très idéaliste de l'amour. Les comédies romantiques, par exemple, montrent souvent des histoires où ça finit toujours bien, ou des moments de tension, qui finissent bien. Les chansons, elles aussi, racontent souvent des histoires d'amour intenses et parfaites, ou au contraire des ruptures dramatiques qui nous donnent l'impression que l'amour doit toujours être extrême. Et du coup je me demandais pourquoi est-ce que je ne vis pas ces moments magiques tout le temps, et est-ce que quelque chose ne va pas? Et c'est là que les médias façonnent nos attentes et de manière inconsciente. Ils nous vendent un idéal, un amour parfait qui n'existe pas. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les médias construisent nos attentes, souvent irréalistes en matière de l'amour. Ils nous montrent des relations parfaites ou dramatiques, mais rarement le quotidien réel de l'amour, avec ses hauts et ses bas. Point numéro 15. L'amour et la peur du rejet. L'amour et la peur du rejet, c'est un aspect qui a souvent influencé mes comportements dans certaines de mes relations. Je me suis rendu compte que, sans vraiment m'en apercevoir, cette peur de l'abandon guidait énormément la manière dont je me comportais avec l'autre. Parfois, j'avais cette sensation que si je ne faisais pas tout parfaitement ou si je ne répondais pas à chaque attente, l'autre pourrait s'éloigner, me laisser, et cette idée me terrifiait. Je me souviens d'une relation en particulier où, à cause de cette peur du rejet, je faisais tout pour éviter les conflits. Même quand quelque chose me dérangeait, je n'osais pas en parler, de peur de créer des tensions. En plus, je me taisais. Plus je ressentais ce besoin de validation d'être rassuré sur l'amour que l'autre avait pour moi. Cette peur me poussait à chercher constamment des signes d'affection, à vouloir être sûr que tout allait bien, même quand il n'y avait pas de problème. Mais à force d'agir ainsi, ça devenait pesant, à la fois pour moi et pour la relation. La peur du rejet nous pousse souvent à des comportements excessifs. Soit on devient trop dépendant de l'autre, en cherchant à être rassuré en permanence, soit on commence à se protéger. À mettre une distance pour éviter d'être trop vulnérable également. Dans mon cas, cette peur m'a souvent conduit à vouloir contrôler la relation, à anticiper ce qui pourrait mal tourner, simplement pour ne pas être pris de court en cas de rejet. Avec le temps, j'ai compris que cette peur, bien qu'elle soit naturelle, ne fait qu'alimenter les insécurités et créer des tensions dans la relation. L'amour véritable implique d'accepter une part de risque, d'accepter que l'on peut ne pas tout contrôler et que vouloir à tout prix éviter le rejet peut parfois précipiter ce qu'on redoute le plus. C'est un apprentissage difficile mais essentiel pour aimer sans se laisser enfermer par la peur. Point numéro 16. Les pressions sociales liées à l'amour. Mariage, engagement. Les pressions sociales liées à l'amour, comme le mariage ou l'engagement, c'est quelque chose que j'ai ressenti à plusieurs moments dans ma vie. Il y a cette attente, parfois implicite, parfois très explicite de la société, de la famille, ou même de nos amis, sur ce que l'on devrait être une relation amoureuse. Je me souviens de certaines conversations où, dès qu'une relation devenait sérieuse, la question du mariage ou de l'engagement à long terme revenait toujours. Alors, c'est pour quand? Vous allez vous marier bientôt, non? Ces petites remarques peuvent vous sembler anodines,
mais elle ajoute une pression énorme sur nos décisions amoureuses. À un moment donné, je me suis rendu compte que cette pression influençait directement la manière dont je vivais mes relations. Même si je n'étais pas forcément prêt pour un engagement aussi formel que le mariage, il y avait cette petite voix dans ma tête, alimentée par des attentes sociales qui me disaient cette suite logique. Comme si une relation n'était complète que si elle aboutissait à cet engagement institutionnel. Et plus cette pression grandissait, plus je me demandais si mes choix étaient vraiment les miens ou si j'étais simplement en train de suivre un script imposé par la société. Et ce n'est pas seulement le mariage. Il y a aussi l'idée que, passé un certain âge, il faut être dans une relation sérieuse, que la stabilité amoureuse est un signe de réussite professionnelle et personnelle. Tout ça crée une sorte de course contre la montre où l'on finit par douter de ses propres besoins et désirs. Cette pression sociale peut aussi pousser certaines personnes à rester dans des relations qui ne leur conviennent pas vraiment. Simplement parce que l'idée d'être seul ou de ne pas suivre ces étapes normales semble perçue par les autres. Ce que j'ai appris, c'est que l'amour et l'engagement ne devraient jamais être une décision prise sous la contrainte des attentes extérieures. Chaque relation est unique et chacun a son propre rythme. Mais cette pression sociale, qu'on le veuille ou non, reste présente et influence souvent nos choix sans qu'on ne se rende compte. Il faut savoir s'en détacher pour vraiment vivre ces relations selon ses propres termes. Point numéro 17. Les attentes et projections. Les attentes et projections, c'est un aspect des relations amoureuses qui m'a vraiment frappé avec le temps. Je me suis souvent rendu compte que sans le vouloir, je projetais mes propres insécurités, espoirs et peurs sur mes partenaires. C'est un phénomène assez subtil, mais une fois que tu en prends conscience, tu réalises à quel point ça peut affecter la relation. Je me souviens d'une relation où inconsciemment, j'attendais que l'autre comble les manques que je portais en moi depuis longtemps. Par exemple, mes propres peurs d'abandon faisaient que je cherchais constamment des preuves d'amour, des signes de sécurité. J'avais ces attentes silencieuses que l'autre devait me rassurer. Être toujours présent, répondre à mes besoins émotionnels, et quand ce n'était pas le cas, je ressentais de la frustration. Et en y réfléchissant, je comprenais que cette attente venait de mes propres insécurités et pas de l'autre. C'est souvent ce qui arrive, on projette sur l'autre nos peurs d'être blessé, nos espoirs d'une relation parfaite, ou encore nos besoins de validation. Et quand ces attentes ne sont pas comblées, on peut être déçu ou se sentir rejeté, alors que l'autre n'a pas forcément la responsabilité de répondre à tout cela. C'est comme si, au lieu de voir la personne telle qu'elle est, on la voyait comme ce qu'on veut qu'elle soit finalement, ou que l'on craint ce qu'elle devienne. Dans mon cas, cette projection a parfois créé des tensions dans mes relations, parce que je demandais inconsciemment à l'autre de remplir mes attentes irréalistes, ou de combler des vides qui au fond relevaient de mon propre cheminement personnel. J'ai appris que cette dynamique est fréquente, mais qu'elle peut aussi être destructrice si on ne la reconnaît pas. On finit par mettre des pressions énormes sur l'autre qui se sent parfois incapable de répondre à ses attentes invisibles. Au final, comprendre cette tendance à projeter ses propres insécurités et espoirs sur son partenaire, c'est un pas essentiel pour construire une relation plus équilibrée, où chacun peut être soi-même sans porter le poids des attentes de l'autre. Point numéro 18. Les défis de la communication dans les relations. Les défis de la communication dans les relations, c'est quelque chose que j'ai vécu de manière très concrète dans plusieurs de mes expériences amoureuses. Au début d'une relation, tu penses souvent que parce que tu es amoureux, la communication sera facile, presque automatique finalement. Mais au fil du temps, tu réalises que c'est loin d'être aussi simple. Je me souviens d'une relation où, malgré nos sentiments l'un pour l'autre, il y avait constamment des malentendus qui finissaient par créer des tensions. Par exemple, il m'arrivait de penser que j'étais clair dans ce que je disais, ou dans ce que je voulais exprimer. Mais l'autre interprétait mes paroles d'une manière totalement différente. J'ai réalisé que nos modes de communication étaient souvent influencés par notre passé, notre personnalité et même nos attentes. Ce qui pour moi pouvait sembler être une simple remarque prenait parfois une dimension bien plus importante pour mon partenaire et cela créait des incompréhensions. Il y a aussi le fait que chacun a sa manière de communiquer, ses besoins ou ses frustrations. Certains sont directs, tandis que d'autres préfèrent garder les choses pour eux, ce qui peut vite devenir une source de frustration. Dans mon cas, j'ai souvent eu du mal à exprimer mes besoins de manière claire, en espérant que l'autre devinerait ce que je ressentais. Et bien sûr, ça ne fonctionnait pas.
Quand mes attentes n'étaient pas comblées, je ressentais de la déception, alors que je n'avais même pas communiqué clairement ce que je voulais. Ces malentendus et différences de communication compliquent souvent les relations car on finit par se sentir incompris ou rejeté. Même si l'intention de l'autre n'était pas de le blesser, il suffit parfois de petites maladresses ou d'un mot mal choisi pour créer des tensions qui auraient pu être évitées avec une communication ouverte et honnête. Mais ça, bien évidemment, c'est plus simple à dire qu'à faire. Avec le temps, j'ai compris que la clé est d'apprendre à mieux comprendre les styles de communication de l'autre, à poser des questions plutôt que d'interpréter, et à être plus vulnérable dans ce qu'on exprime. La communication, c'est un défi constant dans les relations, mais c'est aussi ce qui permet vraiment de connecter et de surmonter les malentendus avant qu'ils ne deviennent des problèmes plus profonds. Point numéro 19. Les théories de l'attachement. Les théories de l'attachement, notamment celles de Bowlby ou Ainsworth, ont vraiment changé la façon de comprendre mes propres relations amoureuses. Elles expliquent que nos premières expériences affectives, principalement avec nos parents ou les figures qui nous ont élevés, façonnent profondément la manière dont on va aimer à l'âge adulte. Je me souviens avoir lu ces théories et avoir réalisé à quel point cela expliquait beaucoup de mes comportements sur les relations. Selon Bowlby, si en tant qu'enfant tu as reçu un attachement sécurisant avec des parents disponibles et attentifs, tu es susceptible de développer des relations amoureuses saines et stables à l'âge adulte. Mais si cet attachement a été anxieux, évitant ou même désorganisé, cela peut se refléter dans la manière dont tu vis l'amour plus tard. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que certaines de mes insécurités amoureuses, comme la peur de l'abandon ou la difficulté à exprimer mes besoins, venaient probablement de mes premières expériences affectives. Je me souviens d'une relation où chaque fois que l'autre s'éloignait un peu, même pour des raisons légitimes, je ressentais une panique intérieure, une peur irrationnelle qu'il ou elle ne revienne jamais. En lisant sur la théorie de l'attachement, j'ai compris que cela pouvait être lié à un style de l'attachement anxieux où l'on cherche constamment la validation et la sécurité chez l'autre, de peur d'être rejeté ou abandonné. A l'inverse, certaines personnes développent un attachement évitant où elles ont du mal à se rapprocher émotionnellement de leur partenaire, préférant garder une certaine distance pour se protéger. J'ai aussi vu cela chez des amis ou des partenaires où l'expression des sentiments ou le besoin d'indépendance devenait une barrière à l'intimité. Ces théories montrent à quel point nos premières expériences affectives influencent nos relations amoureuses, souvent sans que nous en soyons conscients. En comprenant notre propre style d'attachement, on peut commencer à dénouer certaines de nos réactions et à travailler sur les aspects de nous-mêmes qui rendent les relations plus difficiles. Pour moi, ce fut une véritable révélation de comprendre que mes comportements dans l'amour n'étaient pas seulement le fruit de situations présentes, mais aussi profondément enracinés dans mon passé. En conclusion, en fin de compte, l'amour est si complexe parce qu'il englobe plein, et bien plus que des sentiments. C'est un mélange d'émotions puissantes, de chimie cérébrale, de nos expériences passées et des attentes que la société et nous-mêmes plaçons dans nos relations. Il évolue avec le temps entre passion et attachement, liberté et engagement, vulnérabilité et protection. Chaque relation est unique, influencée par des forces visibles et invisibles, ce qui rend l'amour à la fois merveilleux et à la fois déroutant. Mais c'est peut-être cette complexité qui en fait quelque chose de si essentiel dans nos vies. L'amour nous pousse à explorer nos propres failles, nos désirs profonds et à nous questionner sur ce que nous recherchons vraiment. Alors au lieu de chercher à simplifier l'amour, peut-être devrions-nous l'accepter dans toute sa richesse et sa profondeur, avec ses paradoxes, ses hauts et ses bas. Et vous, qu'est-ce qui, selon vous, rend l'amour si complexe dans votre propre expérience ? Comment vivez-vous cette dualité entre bonheur et incertitude dans vos relations ? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans l'espace commentaire, je serai ravi de les lire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi à la réaliser. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire sur quel sujet vous voulez traiter dans les prochaines vidéos et on les traitera en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Et n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo suggérée en bas à gauche de ton écran, elle a de grandes chances de t'intéresser. Allez, ensemble, devenons plus intelligents.